Je voudrais revenir sur la question du masculin et du féminin, car mes réflexions à ce sujet évoluent, comme vous pouvez vous en rendre compte en parcourant mes textes et mes vidéos successives. Et voilà où j'en suis arrivé en ce jour, dans ces derniers jours du mois de mai 2017. Je pense que l'on peut dire les choses ainsi. L'androgyne comporte un élément masculin et un élément féminin, et la femme, elle, parce que pour moi l'androgyne c'est masculin, c'est un homme qui a du masculin et du féminin. C'est un peu contradictoire, mais non, pas du tout. L'homme c'est un contenant et il a du masculin et du féminin. C'est parce qu'on est un homme qu'on a que du masculin. En revanche, la femme, elle n'a que du féminin. Ce qui veut dire quoi? Vous me direz, mais alors le féminin de la femme est-il le féminin de l'homme? Non. Pourquoi? Parce que le féminin de la femme est seul, puisqu'il n'a pas en face de lui, en lui-même, je veux dire, au sein de la femme, il n'y a pas l'élément masculin, alors que chez l'homme, il y a le féminin et le masculin, qui sont en dialectique, et par conséquent, le féminin ne peut pas se développer de la même manière quand il est en face du masculin et quand il n'y est pas. La présence dialectique est un élément de transformation, bien entendu, des facteurs. C'est pour ça qu'on peut dire à la fois qu'il y a du féminin chez l'homme et du féminin chez la femme, sans que le féminin de l'homme soit identique à celui de la femme, puisque le féminin de l'homme cohabite avec le masculin, ce qui n'est pas le cas de la femme. Et bon, bien entendu, je revois tout ce que j'ai pu dire sur le sujet, à savoir que la femme procède de l'homme, procède d'Adam, et qu'elle n'en prend qu'une partie, qui est ce que j'appellerais la partie surconsciente, la partie virtuelle, face à la partie masculine, qui est la partie subconsciente, celle de la grâce. C'est-à-dire que la grâce, la partie subconsciente, nous la devons à Elohim, nous la devons à Dieu. La partie subconsciente, nous la devons à l'homme, nous la devons à Adam. Et donc ce qu'est la femme relève du champ de Adam, puisqu'elle a été créée par Adam à partir d'Adam. Elle est créée plutôt au sens de Yetzira, c'est-à-dire de former, de façonner. Alors que chez Dieu, la création c'est bara, en hébreu. Voilà ce que je voulais vous dire d'essentiel, pour clarifier, si tant est que ça puisse être clarifié, cette question. Et puis, je voudrais revenir sur la question de l'immédiateté et de ce que j'ai appelé le décalage diachronique. Ce qui distingue l'homme de la femme, ce n'est pas ce qui se dit, ce qui sort de la bouche de la femme, ni même ce qui sort de son ventre. On est là dans le domaine de la transmission, ce qui n'est pas du tout pareil. La transmission, elle peut se faire, elle ne dépend pas spécialement de telle ou telle fonction. Voilà, on transmet. Et par conséquent, ce qui va rester, c'est plutôt la question de la diachronie, justement, c'est-à-dire à quel degré de transmission suis-je? Est-ce que je suis tout en haut de la transmission ou tout en bas de la transmission? Si je suis tout en haut, je suis créateur, puisque je suis la source. Et tout en bas, ben, finalement, je ne fais que répéter. Donc il faut arrêter de juger les gens sur ce qu'ils disent, sur ce qui sort d'eux. Ce n'est pas significatif.
une femme peut dire des choses extrêmement intelligentes si on lui a mis dans le système quelque chose d'intelligent. Et elle va dire des choses complètement idiotes si on lui a mis dans le système quelque chose d'idiot. Un peu comme un lecteur de DVD, etc. Donc, ce que la femme peut dire ou ne pas dire est sans aucun intérêt. De toute façon, elle peut dire le pire et le meilleur. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on voit, à savoir que souvent sort de la bouche de la femme des choses qui sont extrêmement diverses, extrêmement différentes. Et cette diversité même est gênante, si vous voulez. De même que le pianiste qui peut jouer 10 ou 20 compositeurs différents, en même temps, il se déconsidère par l'hétérogénéité même de son répertoire. Ça veut dire qu'il est un mercenaire, finalement. L'homogénéité est quand même un élément fondamental et particulièrement sain. L'hétérogénéité crée beaucoup de problèmes, de toute façon. Donc la question aussi qui se pose, c'est la question du corps et de l'esprit. Et moi j'aurais tendance à privilégier le corps. Parce que d'abord, notre cerveau fait partie de notre corps. Et le corps, c'est la subconscience. Parce que c'est ce qui est hérité génétiquement. Alors que l'esprit, finalement, c'est la surconscience. C'est ce qui... une sorte de mémoire vive, je ne sais pas si c'est le terme exact, enfin en tout cas, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fragile et qui vient souvent se plaquer sur la subconscience et faire obstacle à la conscience de la subconscience. Toutes nos erreurs, par exemple, nos erreurs d'analyse, nos erreurs de transmission, sont de l'ordre de la surconscience et donc de l'esprit. Donc, quelque part, j'aurais tendance à accorder beaucoup plus d'intérêt au corps qu'à l'esprit. Pour moi, l'esprit, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler la réalité virtuelle. C'est les constructions d'esprit, comme on dit. D'ailleurs, ça se dit. Construction de l'esprit, tout ce qui est juridique quelque part, et qui vient se surimposer à la réalité en soi. Je crois qu'il est temps de rétablir le bon rapport des choses. Revenons à la question de l'immédiateté. J'attache beaucoup d'importance à la recherche des sources immédiates. Et je me méfie beaucoup des gens qui rapprochent, qui font référence à des sources lointaines. Les sources lointaines ne veulent pas dire grand-chose. En tout cas, pour le chercheur universitaire, les sources lointaines, on s'en fout un petit peu. Ce sont les sources immédiates, les plus proches, dans le temps et dans l'espace, qui sont importantes à repérer. Expliqué Heidegger par Socrate, bon, c'est une plaisanterie. Il faut revenir non seulement à la Renaissance, mais il faut revenir à des périodes plus proches, pour bien comprendre l'articulation des choses, pour bien comprendre comment on en est arrivé là. Moi, je dis toujours comprendre quels étaient les documents dont la personne qui a écrit disposait, qu'elle avait sur sa table. Je n'ai pas cessé depuis des décennies de dénoncer des rapprochements qui, bien entendu, pouvaient paraître tentants, parce qu'on peut rapprocher des choses d'aujourd'hui de choses plus anciennes. Mais ça, c'est de l'amateurisme sur le plan de la recherche historique. L'intérêt, c'est d'où ça vient. D'où ça vient immédiatement, pas d'où ça vient avant le déluge. Là encore, voyez-vous, c'est à quel point on parle de provenance immédiate. Mais d'où ça vient, on peut éventuellement comprendre qu'il faut remonter
à l'origine, non, il ne s'agit pas de remonter à l'origine. Il s'agit aussi de comprendre les évolutions qui ont pu être introduites entre telle époque et telle époque. Par exemple, dans le cas du judaïsme, il est clair que le judaïsme a évolué. Ce qui ne veut pas dire du tout qu'il faille entériner cette évolution. Moi, je suis un anti-évolutionniste sur ce point-là. Il a évolué dans le sens où il s'est corrompu. Et ça explique en grande partie l'émergence du christianisme d'un certain côté, notamment autour du personnage de David, qui a perturbé, qui a modifié le judaïsme au nom justement d'une fin des temps. Et il dit toujours d'ailleurs que, on dit de médiation, que ce qui est originel ou ce qui est terminal est suspect. Dans les deux cas. Ça télescope, ça écrase les choses. Il faut être dans une sorte de juste milieu. Et quand une religion se croit au terme de son accomplissement, c'est là qu'elle se corrompt. C'est ce qui est arrivé avec le judaïsme. C'est une corruption qui n'est pas définitive, mais qu'il faut corriger, qu'il faut reprendre. Donc, pour en revenir aux femmes, les femmes sont évidemment tentées par les grandes perspectives, les grands espaces qui vont relativiser la réalité ici et maintenant. Plus on plus on cherche des références lointaines et élevées, et plus notre condition humaine semble étriquée. Et c'est un petit peu le but des femmes de parvenir à cette impression. Elles veulent écraser l'homme en passant par Dieu, en quelque sorte. Elles veulent écraser le présent en passant par l'origine, ou en passant par la fin des temps. Cette tentation des grands horizons, des grandes perspectives pour relativiser le vécu ici et maintenant, c'est une chose tout à fait remarquable chez les femmes. Mais c'est aussi le cas, par exemple, de l'anglais, qui, pour nier l'influence du français, va nous parler du latin. C'est le cas aussi des plagiaires qui vont nous expliquer que de toute façon, il n'y a pas vraiment de plagiat, parce que, au fond, on se sert d'une même langue, et que, par conséquent, on est tous des plagiaires qui exploitons la langue en question. Il y a toutes sortes d'astuces de ce genre qui permettent de libérer sa conscience et de libérer ses scrupules, en disant que tout ça n'est pas bien grave, tout ça n'est pas très important, ou comparé aux choses fondamentales. Là aussi, je suis obligé de dire que toute personne qui contribue à la création ne saurait se satisfaire d'un tel procédé. Parce que la création, elle est à l'échelle humaine, elle est à l'échelle d'une époque, et elle doit être respectée comme telle, d'une génération à l'autre. Donc, on n'a pas du tout envie d'être noyé dans des considérations infinies qui permettent de mettre sur le même pied des gens qui n'ont pas du tout la même valeur. Ça fait penser à un professeur que j'avais, que je ne nommerai pas, qui faisait faire des exercices tellement compliqués que les meilleurs élèves avaient à peu près les mêmes notes que les pires. C'est ça la même chose. Parce que, justement, c'est comme par exemple, si on veut montrer que quelqu'un ne connaît pas Paris, qu'il y vit depuis toujours, on lui pose des questions extrêmement détaillées, précises, etc.
auxquelles personne ne peut répondre, et donc on dira finalement que personne ne connaît Paris. Et donc par conséquent, celui qui connaît Paris relativement bien euh, sera mis sur le même pied que celui qui n'a jamais mis les pieds à Paris. Enfin, je veux dire, ce sont des procédés extrêmement mesquins qu'il faut condamner. Tout ce qui prend trop de hauteur dans le temps et dans l'espace est suspect finalement. Parce qu'il écrase notre condition humaine. Et ceux qui sont les plus défavorisés sont peut-être ceux qui ont le plus la tentation de ce genre de recours un peu douteux. C'est une tentation, la notion de tentation, comme vous savez, est une notion que j'aime beaucoup, m'intéresse beaucoup. Et pour terminer mon exposé, justement, je rappellerai que la tentation, c'est la femme. Mais plus généralement, la tentation, c'est la technique. La tentation, c'est ce qui remet en question l'écologie. Et puisqu'actuellement, je m'intéresse pas mal au mouvement de l'unification, fondé en 1954 par le révérend Moon, Corée, qui pense que le nec plus ultra de l'humanité, c'est la famille. Et aujourd'hui, il appelle son structure Fédération des familles. La famille, c'est pas du tout pour moi un idéal à atteindre. C'est au contraire une épreuve à passer, à laquelle il faut être capable de résister. Et par le biais de la famille, Moon remet en question la notion de race, la notion de nation, puisqu'il a encouragé, comme vous le savez, les mariages interreligieux, interraciaux, etc., et surtout interlinguistiques. Et par conséquent, au nom du mondialisme, de l'unité, puisque c'est le mot qui revient, l'église de l'unité, de l'unification, il va demander un brassage aussi total que possible. Ce n'est pas du tout mon point de vue. C'est pour ça que la femme, qui effectivement est connue par le processus de l'exogamie, l'exogamie, c'est justement cette tendance à passer les frontières, à passer les clivages, qui a toujours été un parti à la femme, et notamment aux princesses royales, qui ont toujours été destinées à s'exiler. On pense à Marie-Antoinette, on pense à Marie-Thérèse, etc., pour la France, du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle. Et pour moi, la famille n'est pas est un passage qui peut être nécessaire pour la procréation, encore que je ne sois pas un fanatique de la procréation à outrance et la démographie galopante, dont on connaît les effets pernicieux au niveau écologique et économique. Même si l'on nous dit qu'un pays qui a beaucoup de population est bien parti, etc. Donc la famille, c'est pas du tout comme l'idéal à atteindre, contrairement à ce que les gens de Moon vous disent, vous racontent de façon pathétique à quel point il faut se vouer à ses enfants, à sa famille, que ça compte par-dessus tout. Moi, au contraire, je pense que c'est une structure artificielle, la famille. Et que cette famille, elle est justement plutôt là pour brouiller les pistes qu'autre chose. Non seulement entre les races, mais aussi entre les sexes. Parce que le sentiment d'égalité peut être instauré au sein de la famille, alors qu'il n'est pas du tout de mise au sein de la société.